Bonjour à tous, c'est Simon et je suis avec vous pour parler des dernières nouvelles tombées au sujet du cinéma et des séries un peu partout dans le monde. Et préparez-vous parce que le menu est assez pantagruélique aujourd'hui. On commence avec la première bande-annonce de Eternals, qui sera la prochaine énorme licence Marvel, très importante a priori dans le MCU, en tout cas à laquelle le studio veut donner une très grande place. Et Eternals, donc on en avait découvert très brièvement des images il y a quelques semaines, là maintenant on a enfin une bande-annonce à se mettre sous la dent. Et qu'est-ce qu'on peut en dire ? On peut en dire, déjà il faut rappeler que c'est quand même Marvel, Disney qui a eu le nez assez fin en recrutant pour le boulot la réalisatrice Chloé Zhao. Chloé Zhao, c'est une réalisatrice sino-américaine qui vient d'avoir l'Oscar de la meilleure réalisatrice et l'Oscar du meilleur film pour Nomadland, il y a donc quelques mois à peine. C'est quand même pas anodin parce que ils ont eu un flair énorme en la recrutant. Est-ce qu'on sent un petit peu sa patte, sa mise en scène dans cette première bande-annonce ? Alors oui, un peu. Il faut pas non plus aller trop vite en besogne parce qu'on voit quand même relativement peu d'images, que on peut pas encore dire totalement quelle sera l'ambiance, quelle va être l'atmosphère du film. Néanmoins, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une photographie qui est un peu moins, j'ai envie de dire, uniformisée en termes de colorimétrie que d'habitude dans les productions Marvel, et qui rappelle un petit peu des films comme des chansons que mes frères m'ont apprises, The Rider ou Nomadland, qui arrivent très prochainement chez nous. Et alors, d'où vient cette photo ? Alors, il faut savoir que Chloé Zhao, elle a changé de directeur de la photo, elle n'a pas travaillé avec Joshua James Richardson, qui était son directeur de la photo habituel. Elle a travaillé avec un technicien qui a déjà bossé pas mal de fois avec Marvel, qui est Ben Davis. Mais on voit que voilà, elle a réussi un petit peu, semble-t-il, à imposer sa patte. On peut noter également que le récit semble se balader à travers pas mal d'époques, beaucoup de lieux. On sait qu'elle a pu un petit peu plus que les autres réalisateurs Marvel tourner en décor naturel. Donc voilà, le film semble avoir une patte un petit peu singulière et on est curieux de voir si ça va tenir le coup et si elle va vraiment pouvoir faire une proposition qui renouvelle un peu le canon esthétique du MCU. Ensuite, autre nouvelle d'importance, le box-office semble être particulièrement amoureux de Fast and Furious 9, puisque tout simplement, alors qu'il n'est pas sorti partout dans le monde, le film ne sera sur les écrans américains que fin juin, et en France il arrivera au cinéma le 14 juillet, parce que bien sûr pour la fête nationale il nous manquait juste un Vin Diesel. Il faut savoir que le film est déjà sorti dans pas mal de territoires, notamment en Asie, où il est un gros carton. Actuellement, le film en est déjà à 127 millions de dollars au box-office international. C'est important et c'est intéressant. Notons également qu'il a réalisé le meilleur démarrage du studio Universal de tous les temps, en Chine. Tout ça est intéressant parce qu'on sait depuis longtemps que et la saga Fast and Furious et Vin Diesel sont très appréciés, sont plutôt plébiscités par le public asiatique, donc il semble que ça n'ait pas changé. Et là aussi, c'est intéressant parce que le box-office va être particulièrement scruté dans les semaines et les mois à venir, en ce qui concerne notamment les films américains, parce que ce qui va se passer ou ce qui ne va pas se passer va énormément décider d'éventuels changements dans la manière qu'Hollywood a de produire ses longs métrages. Du moins, ses longs métrages à grand spectacle. Pourquoi ? Parce que jusqu'à tout récemment, jusqu'avant la crise sanitaire, ces films, ils avaient une particularité, ils étaient conçus pour marcher dans le monde entier. Et ils ne parvenaient à se rembourser, à être rentables, que sur un marché planétaire et on va dire avec de fortes capacités, tournant à plein. Or, actuellement, tous les cinémas ne sont pas ouverts, tous les pays ne sont pas de la même manière touchés par la crise sanitaire et ne réagissent pas de la même façon, donc les marchés sont très différents de ce qu'ils étaient avant. On note par exemple qu'aux États-Unis, il y a encore la moitié des salles quasiment qui sont bouclées, qui sont fermées ou qui ont fermé. Qu'en France, les cinémas sont ouverts, mais on est à des jauges de 35%. Voilà, ça, ce ne sont que deux exemples, mais bref, la situation est bien plus compliquée qu'auparavant, et il va donc être à la fois complexe pour ces films de sortir, et puis il va se poser la question de savoir si les habitudes du public ont changé un peu, ont changé beaucoup et ont changé durablement. Donc tout le monde va être très attentif parce que, tout simplement, des giga-blockbusters, je dis le chiffre au hasard, mais grosso modo à 200 millions d'euros hors marketing, 200 millions de dollars hors marketing ne seront plus ou ne seraient plus envisageables si jamais le box-office international était durablement groggy, durablement assommé par les mois que nous venons de passer. C'est d'ailleurs quelque chose dont vous causez déjà il y a quelques jours quand on revenait sur les propos d'Emily Blunt qui disait que peut-être désormais un éventuel Edge of Tomorrow 2 était trop coûteux pour le marché hollywoodien actuel. C'est toutes ces questions qui vont devoir trouver des réponses dans les mois et les semaines à venir. Ensuite, un petit mot de Highlander. Highlander, c'est cette saga qui a été entamée par le premier Highlander et réalisé en 1986 par Russell Mulcahy, et puis qui est resté, on va dire, iconique, emblématique des années 80-90, tant grâce à son premier film que à son adaptation en série télé, qui avait été elle aussi un grand succès populaire, qui a été multi-rediffusée et à laquelle je sais pas mal de monde est encore attaché. Mais bon, c'est une
une saga un peu malade, un peu maudite, très kitsch, qui non seulement n'a jamais trouvé plutôt, on va dire, n'a jamais été particulièrement appréciée de la critique, et puis qui a perdu son public petit à petit. Donc on sait depuis longtemps qu'il va y avoir un projet de remake ou de reboot. Ça fait un sacré bout de temps en réalité, c'est un véritable serpent de mer hollywoodien. Il y a plusieurs projets qui se sont succédés, plusieurs équipes qui ont commencé à bosser dessus. Mais là, ce qui semblerait depuis que Henry Cavill, on va dire, est venu le confirmer via les réseaux sociaux, eh bien, c'est que il y a bien une version qui est en train d'avancer copieusement, qui serait donc réalisée par Chad Stahelski. C'était un des deux créateurs, metteurs en scène de la saga John Wick, et d'ailleurs qui retrouvera pour l'occasion son compagnon David Leitch au poste de producteur. Et bien donc ces deux gars-là vont bosser avec Henry Cavill. Henry Cavill qui a rencontré le grand public grâce à son rôle de Superman dans Man of Steel, et puis qui a aussi été plus récemment l'interprète, le protagoniste principal de la série The Witcher sur Netflix, adapté des jeux vidéo éponymes. Donc alors c'est pas forcément dégoûtant comme annonce de remake, reboot, hein, on va voir ce que ça va devenir, sachant que moi je suis très attaché au premier épisode d'Highlander. Je mentirais en disant que le reste de la saga m'intéresse autant, mais je trouve qu'avec un duo comme Chad Stahelski et David Leitch, il y a quelque chose d'intéressant à faire, parce qu'encore une fois, comme ce sont deux anciens cascadeurs et coordinateurs de cascade, ils ont un regard aiguisé, pointu sur la question de l'action et a fortiori de l'action physique. Ils l'ont démontré dans leurs diverses mises en scène depuis le premier John Wick, donc ça j'en suis assez curieux. Henry Cavill, que ce soit avec son engagement physique dans The Witcher ou quand il avait transformé ces espèces de poings en énormes marteaux pilons dans Mission Impossible 7, a pu approuver qu'il est capable de nous faire mal aux yeux et au reste du corps avec ses gros biscottos. Donc je pense que voilà, lui redonner une épée et lui demander de courir très vite pour couper des têtes, c'est plutôt une idée sympathique. Reste à savoir si le film sera correctement écrit, produit, mis en scène, bref, ce que ça va donner. Mais on va dire, je pense que la saga Highlander a déjà connu de pires nouvelles dans sa carrière que l'annonce de ce projet. Que dire d'autre? Eh bien, il y a une autre bande-annonce qui est tombée il y a quelques heures, qui nous a fait particulièrement plaisir aux yeux. C'est celle de Last Night in Soho, qui est réalisée par Edgar Wright. Edgar Wright, c'est le metteur en scène auquel on doit notamment la trilogie Cornetto qui avait été entamée avec Shaun of the Dead, mais aussi Baby Driver, qui avait un petit peu clivé parmi les cinéphiles, mais qui pour nous est un film absolument passionnant, un film techniquement étourdissant et d'une cinéphilie, d'une cinéphagie et d'une mélomanie absolument sidérant. Alors qu'est-ce que c'est Last Night in Soho? Last Night in Soho, ça va être son premier film surnaturel, fantastique, d'horreur, qui va se dérouler à la fois de nos jours et dans les années 60, lorsqu'une jeune femme qui travaille dans la mode et qui est obsédée par la mode, va commencer à trouver un moyen, la nuit semble-t-il, de se promener dans l'Angleterre, dans le Londres des années 60, où elle va rencontrer une aspirante chanteuse qu'elle adule. Et a priori, ça va commencer à partir en cacahuète pour elle, pour tout le monde, et ce voyage temporel ne sera pas sans conséquence. Alors, on a pu découvrir un teaser de 15 secondes, on est à quelques heures du dévoilement de la bande-annonce en bonne et due forme. Non seulement ça a l'air, comme toujours avec Edgar Wright, extrêmement maîtrisé visuellement, extrêmement riche, mais encore une fois, très cinéphile. Et pour cause, il y a beaucoup de spectateurs qui n'ont pas manqué ces derniers jours de relever que ce teaser, il faisait énormément penser à un film français resté inachevé, mais dont les images ont eu beaucoup d'influence depuis qu'elles ont été dévoilées. C'est L'Enfer de Henri-Georges Clouzot. Henri-Georges Clouzot, immense metteur en scène français, souvent surnommé le Hitchcock français. On vous recommande de regarder ces films, que ce soit Le Corbeau, Le Salaire de la peur, L'Assassin habite au 21. C'est un immense artiste. Et justement, L'Enfer d'Henri-Georges Clouzot, c'est une œuvre qui, paradoxalement, même si elle n'a jamais été terminée, a énormément influencé par sa dimension expérimentale, par sa dimension graphique, a énormément inspiré le cinéma contemporain. Il y a notamment, par exemple, un certain Nicolas Winding Refn qui ne s'est pas privé pour aller y chercher des idées. Et ben, si ça vous intéresse, non seulement regardez les films de Clouzot, mais regardez aussi L'Enfer d'Henri-Georges Clouzot, qui est un documentaire absolument passionnant sur le sujet. Et puis, on va terminer avec une petite recommandation. Il se trouve que ce soir, le 24 mai à 20h55, est diffusé sur Toonami, Le règne des super-héroïnes, qui est un documentaire inédit, une création originale, et qui est particulièrement intéressant. Donc je vous le répète, il est diffusé ce soir à 20h55, le 24 mai sur Toonami, et puis il est disponible ensuite à la demande. Qu'est-ce que c'est Le règne des super-héroïnes? C'est un documentaire que l'on doit à Xavier Fournier et Frédéric Rélière, et qui tout simplement traite de
la manière dont ont évolué et le poids qu'elles ont eu dans la pop culture, mais la culture aussi en général, les super-héroïnes. En gros, sur 70 ans, des années 40 jusqu'à nos jours à peu près. Et le doc est extrêmement intéressant. Il traite une variété de sujets, une variété d'angles qui est véritablement appréciable. Et puis, on y trouve quand même, surtout, je dirais, beaucoup d'intervenants passionnants. Ils sont quasiment une vingtaine et il y a vraiment des spécialistes un peu de tous les domaines, que ce soit des adaptations de comics, des comics eux-mêmes, des gens qui ont travaillé dessus, des dessinateurs, des dessinatrices, des cosplayers, des cosplayeuses. On trouve des intervenants tels que Mélanie Boisseau, Jim Claremont, Simon Astier ou encore Trina Robbins. Bref, c'est une sacrée collection de spécialistes qui ont été réunis sur Toonami. On vous recommande donc absolument de regarder ce doc. Et alors, comment le regarder? Donc, on vous le répète, Toonami, 20h55, ce soir et après en vidéo à la demande. Toonami est dispo sur les portails de Free, de SFR, de Bouygues, de Molotov, également MyCanal. Donc voilà, et Orange aussi. Donc écoutez, c'est l'occasion d'en apprendre un petit peu plus sur un pan fondamental de la pop culture et sur comment eh bien, il a innervé nos vies, comment il a eu une influence très importante. Et encore une fois, voilà, c'est et un plaisir et une création originale de très grande qualité qu'on avait envie de saluer. Voilà, on espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a plu. Si vous voulez nous filer un coup de main, nous soutenir sur Écran Large, eh bien, il y a une façon toute simple de le faire, c'est de devenir membre premium d'Écran Large. Pour le faire, eh bien, on va vous mettre un petit lien en description qui est tout bête, qui est tout facile à suivre. Tous les sujets qu'on a traités là, ici, dans cette petite émission, vous pouvez les retrouver sur le site abordé in extenso. On va également vous mettre tous les liens en description de cette vidéo. On espère que cette dernière vous a plu, qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous a amusé et diverti. N'hésitez pas à vous abonner, à taper sur la cloche, à laisser un commentaire, à nous dire combien vous avez aimé tout ça ou combien vous avez trouvé ça honteux. Nous, de toute façon, on sera ravis de discuter avec vous. Vous nous manquez et on vous dit à très bientôt.